Je pense que cette année, j'ai vraiment compris un truc que j'ai mis du temps à comprendre. C'est souvent, on dit qu'il faut commencer par soi et que le lean est une pratique personnelle. Et du coup, j'étais vraiment focus sur est-ce que j'ai bien compris, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, et peut-être pas assez focus sur comment je peux améliorer mon équipe. Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Wall the Talk, l'interview. Je suis avec Thomas. Salut Thomas. Salut. Comment vas-tu ? Bien. Bon, Thomas, on le connaît, on l'a déjà vu. Lean Tour à Marseille. Ça va faire un an, presque un an. Près, ouais. Donc voilà, il s'en est passé des choses en un an ? Un peu. Un peu. Ouais, les choses bougent, ça va vite. J'ai cherché une façon de te présenter, Thomas, et de t'introduire. Je me suis dit, quoi de mieux que d'aller sur ton profil LinkedIn ? Bonne idée. Donc je vois marqué « J'aide les entrepreneurs à y voir clair dans leurs chiffres et à se concentrer sur leur business ». J'adore l'accroche. Ça veut dire quoi sur leurs chiffres ? Tu les aides à y voir clair sur leurs chiffres. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, les chiffres, c'est un langage. Parfois, on attaque le côté comptabilité par le petit bout de la lorgnette, le livrable qu'on doit faire pour les banques, pour les impôts, etc. Mais en vrai, c'est un langage. C'est comme l'anglais ou l'allemand ou le norvégien. Et du coup, mon job, c'est de raconter la bonne histoire avec les chiffres. Pour eux, et que déjà, ils y voient clair. Et ensuite, pour les autres, qu'est-ce que ça émet, ce langage-là, pour les interlocuteurs, et est-ce qu'on est en train de raconter la bonne histoire que nous, dirigeants, on a envie de raconter par rapport à notre stratégie, notre parcours, et où on en est. Donc du coup, c'est normal que tu comprennes rien, et je vais t'expliquer le langage, puisque si demain matin on se balade, je sais pas où, moi je parle pas espagnol, mais si je me balade à Cuba, je vais être un peu désorienté. Donc c'est tuer ce côté désorientation, et ensuite... T'as pas besoin de parler très bien l'espagnol, mais juste tu vas pouvoir t'en servir pour piloter ta boîte et communiquer avec les tiers. Voilà. Cool. C'est vrai que c'est une question qui revient régulièrement où c'est pas digeste, c'est compliqué, où il y a beaucoup de choses à maîtriser et donc c'est pour toi un moyen de le soutenir dans son développement. Un des éléments clés, ouais, c'est de faire le tri sur ce qui est important et pas important dans les chiffres pour attirer son attention sur les 2 ou 3 sujets clés et justement pas se perdre dans une liste à l'après-vert ou un plan de compte pour ceux qui connaissent et se dire oh là là, j'ai eu ça de variation sur ce poste, oui, mais c'est pas grave, dans ton business c'est pas important et donc t'inquiète pas, regarde plutôt ce sujet-là parce que c'est celui-là qui montre qu'il y a un truc qui va pas ou qu'au contraire t'es en train de surperformer. En allant sur ton profil, alors c'est rigolo parce que j'ai mangé il y a 2-3 jours avec Karine, que tu connais, avec qui je travaillais beaucoup il y a de nombreuses années. Et ce qui était rigolo avec Karine, c'est que Karine m'avait dit il y a 10 ans, 15 ans, je sais plus, il faut à tout prix que tu sois sur Viadeo. Viadeo, c'était avant LinkedIn. Je lui avais dit laisse-moi tranquille, c'est des conneries. Déjà, je lui avais dit ça marchera pas. Ça n'a pas très bien marché, Viadeo. Mais bon, j'avais dit que c'était pas Viadeo, c'est-à-dire ce truc de réseaux sociaux, etc. Voilà, j'étais hyper inspiré, voilà. Et j'étais vraiment pas du tout embarqué là-dedans. Et mon modèle, c'était plutôt non, mais avant de communiquer, il faut être bon. Voilà. Et aujourd'hui, bon, voilà, je produis quasiment un post par jour et voilà. Une idée fausse par jour, ouais. Hein ? Une idée fausse par jour. Et une idée fausse par jour. Et je suis allé voir tes posts et j'ai adoré. Donc vraiment, je vous invite à aller sur le profil de Thomas. Le dernier, c'est « Tout le monde se fout de la santé des dirigeants ». Ouais, bien sûr. On est dans un pays, on est en France, on est dans un pays plutôt protecteur, plutôt réglementé, mais sur la partie dirigeant, quand tu regardes, tu te rends compte qu'il n'y a rien du tout, quoi. Toi, en tant que patron, tu n'as aucune obligation de faire une visite médicale. Tout le monde s'en fout de si tu vas bien ou pas. Il y a eu des études, il y a pas mal de dirigeants qui font des burn-out, etc. Mais au final, il n'y a aucun outil institutionnel qui pilote ça, ou qui regarde ça, ou qui s'intéresse à ça. Donc ton salarié, il faut y faire attention. Faut pas le mettre dans des conditions de risque, tu as des CHSCT, les nouveaux CSE pour toute la partie sécurité, mais pour le dirigeant, il n'y a rien du tout. Et donc le dirigeant, il est un petit peu seul, il gère des problèmes toute la journée, et en plus, personne ne s'occupe de lui ou fait attention à s'il va bien ou pas, quoi. Pas à part les experts comptables, pour la plupart. J'aime beaucoup parce que en plus c'est cohérent avec oui, en effet, je suis là pour te soutenir et t'aider, donc... Et le deuxième post que t'en as plusieurs, hein, mais j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est je n'en peux plus de mes associés. C'est quelque chose que tu vois régulièrement, ça ? J'ai trop entendu cette phrase dans ma vie pro. Ouais, c'est
souvent mes posts sont basés sur un événement qui m'a fait tilt et que j'ai envie de partager. Et en fait, il y a le mariage et il y a le divorce. Les associations, c'est pareil. Tu as des mariages et tu as des divorces. Et donc, si tu t'es associé pour des mauvaises raisons ou si tu n'arrives pas à bien gérer ta communication entre associés, tu vas vite te disputer avec eux ou avoir des tensions avec eux. Et pourquoi c'est important? Parce que moi, je suis expert comptable d'une société. Donc, mon objectif, c'est que la société, elle ne meure pas. Et donc, si je veux pas qu'elle meure, c'est mieux que les associés se foutent pas dessus. Parce que dans quasiment 100% des cas, des associés qui se fritent, c'est une boîte qui meurt, quoi. Au moins plus qu'une fois sur deux. Et en plus, les enfants dans le divorce qui souffrent, c'est les experts comptables pour les sociétés, puisque on se retrouve avec 2 ou 3 clients qui étaient nos amis et qui d'un coup s'écharpent. Et donc c'est compliqué à gérer pour faire la part des choses et garder la distance qui va bien, sachant qu'ils sont en train de se friter. Donc c'est vraiment pas simple. Donc pour moi, le choix des associés, les bonnes relations entre les associés, c'est un facteur clé de réussite dans les structures, parce que c'est ce qui va permettre de réussir mieux ou de se péter la gueule plus vite en fonction de si la relation se passe bien ou pas. Mais est-ce que ça sort pas de ton, je fais exprès, mais de ton cadre d'expertise? Si, mais moi je suis pas un expert comptable comme tout le monde en fait. Ça m'intéresse pas de faire de l'expertise comptable pour faire de l'expertise comptable. Moi je suis entrepreneur viscéral, je peux pas faire autrement que d'être entrepreneur. Et donc tout ce que je fais, je le regarde par rapport à ça. Et ensuite, mon produit, on se connaît, je suis plutôt un affectif, et donc mon produit, c'est plutôt l'humain que l'organisation ou les process. Et donc du coup, c'est comment est-ce que je suis en train d'aider ou pas, parce qu'on c'est jamais parfait, comment est-ce que je suis en train d'aider ou pas le dirigeant entrepreneur à réussir. Sachant qu'avec l'expérience qu'on a accumulée au niveau du cabinet, on sait que c'est pas facile, on sait que c'est dur, on sait que ça demande beaucoup d'énergie, et on est sur des domaines où en plus, même nous qui avons 10-15 ans d'expérience, on n'est pas toujours sûr d'avoir la bonne réponse. Donc ça met un peu d'humilité dans tout ça. Donc si on se préoccupait plus de simplifier la vie des entrepreneurs, je pense qu'il y aurait des points de PIB en plus en France, à mon avis. Alors tu m'amènes grâce à toi, j'ai découvert, je suis allé voir ce que c'était le domaine de réserve, le droit de réserve, c'est ça? C'est ça le droit de réserve? Ouais. Et donc je suis allé voir et j'avoue que j'ai besoin d'un éclairage, c'est-à-dire que parce que je dois vivre moi aussi potentiellement des mêmes situations, mais c'est-à-dire que tu donnes jamais ton avis, parce que c'est quoi, comment tu traduis Si, je donne tout le temps mon avis, des fois même je fais exprès de donner mon avis. Moi, le devoir de réserve pour moi, c'est j'ai réussi mon job si j'ai expliqué les solutions possibles avec les impacts positifs et négatifs, idéalement plusieurs solutions, comme ça, et que j'ai suffisamment simplifié le problème dans mon domaine d'expertise pour que le dirigeant puisse décider sereinement. Il n'y a pas de solution parfaite en vrai. On n'a jamais. Dans mon domaine, c'est rare que tu aies une solution toute faite qui marche à tous les coups, donc c'est plutôt ok, on va faire ça pour telle raison. Donc ça veut dire est-ce que j'ai bien aligné, est-ce que j'ai bien compris le problème du client? Est-ce que j'ai bien appréhendé dans quel domaine réglementaire ça s'inscrit ou dans quelle situation ça s'inscrit? Et est-ce que mes réponses permettent de gérer le problème ou pas? Et si oui, quels sont les avantages et les inconvénients de chaque solution? Et en fonction, toi, dirigeant, tu prends la décision que tu veux. Après, en vrai, quand on a cette posture-là, ça suffit jamais au dirigeant, parce qu'une fois sur deux, c'est qu'est-ce que tu ferais toi? Dis-moi. Et donc là, on sort un peu du devoir de réserve, on dit si c'était moi, je ferais comme ça. Par contre, fais gaffe, parce que toi, t'es vachement plus sensible au risque que moi, donc attention. Si moi je réagis comme ça, c'est parce que je suis beaucoup moins sensible que toi au risque. Et donc, la solution que moi je prendrais, c'est pas forcément celle que je pense que tu as envie de prendre. Donc fais gaffe. Voilà, c'est là-dessus. Mais j'ai pas trop de difficultés avec le devoir de réserve. C'est plus le comment pas prendre la place du dirigeant dans certains cas, ou comment être sûr que je l'ai pas trop influencé à prendre une décision. J'ai des cas en tête là de cette semaine, c'est pas moi le pilote de la boîte, c'est pas moi qui pilote la boîte, ou alors il faut que je rachète la boîte et que je la gère. Donc c'est comment je fais pour pas être trop dedans non plus et laisser le client prendre sa décision, même si moi je suis pas d'accord. Et de plus en plus je le matérialise ça, en mode moi je prendrais pas cette décision, mais je comprends pourquoi tu la prends, et vas-y, fais ce que tu as à faire. Je trouve qu'on a quand même beaucoup de parallèles entre nos professions. On en rigole souvent, mais pratiquer le lean, c'est amener une boussole pour s'orienter et un modèle d'analyse. Et je te rejoins à 100% sur le fait qu'il n'y a pas réellement de bonnes ou de mauvaises solutions. C'est pour ça qu'en lean, on appelle ça contre-mesure, parce qu'il y a toujours des injonctions.
Et c'est vrai que moi, j'essaye parce qu'on me demande souvent, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Et j'essaye de dire, moi, en tant qu'entrepreneur, ou moi avant, chez Pop Factory, ou chez Kinly, voilà ce que je ferais ou j'aurais fait. Mais en essayant de bien dissocier le lean, la boussole du TPS, c'est ça. Maintenant, moi, concrètement, mais c'est moi. Et c'est vrai que c'est dangereux. Ce côté, comment éviter de se faire substituer, prendre le rôle du manager. Là où c'est clé pour moi, c'est d'avoir bien défini le cadre d'intervention, ce qui n'est pas forcément une de mes forces, parce que moi, je suis OK sur le fait que c'est une relation humaine et que c'est dur à définir du coup, mais mieux tu as défini le cadre d'intervention dans nos métiers, plus c'est simple. Tu m'as demandé de faire ça, mais c'était pas dans mon cadre d'intervention. Pas au sens, je le fais pas parce que tu me l'as demandé et que c'était pas dans mon cadre, mais plutôt au sens, attention, ça dépasse un peu mes compétences ou ça dépasse un peu mon domaine, et donc je te donne mon avis, mais là, mon avis, il est plus expert en fait, il est entrepreneur. Je le fais de plus en plus, ça, c'est... Là, moi, ce domaine-là, typiquement, je sais pas, moi, les marques, je suis pas du tout bon, j'ai compris comment ça marchait, j'ai compris où il fallait déposer, mais c'est pas un domaine fort d'expertise chez nous. Là, je vais te donner les 3 trucs que je sais, et puis après, par contre, je vais te dire, il faut que tu parles à machin, parce que c'est eux qui vont pouvoir vraiment avoir une approche experte du sujet. Ok, donc tu es hyper clair sur tes forces, que tu maîtrises, à qui orienter. Hyper clair jamais, parce que y a toujours moyen de s'améliorer, et jamais le sentiment d'être bon, mais en tout cas, il y a des sujets où je suis sûr de moi, et des sujets où je suis moins sûr de moi. Super rigolé, ça m'a fait rappeler une conversation que j'ai eue hier avec Régis sur quand tu pratiques le lean, tu es hyper à l'aise sur le fait qu'on ait tous des trajectoires et qu'on est jamais, c'est-à-dire qu'on est tous ok sur certains sujets, not ok sur d'autres, et c'est cool, on est hyper à l'aise. Sauf que quand tu discutes avec des gens qui ne pratiquent pas, voilà, ça je suis d'accord, t'as un écart qui se crée assez rapidement. Il n'y a pas le niveau de conscience de c'est pas grave de pas être à la hauteur, ou c'est pas grave de pas savoir, et c'est ça qui peut... donc ça me fait... Le premier succès de mon approche Lean à moi, c'était quand même dans la manière d'aborder le client. Regarder le problème plutôt que les informations qu'on te donne. Essayer de bien comprendre le problème et pas de s'arrêter à la seule vision du client, parce que des fois il a une vision partielle, forcément il n'est pas expert du domaine, donc il va te faire une demande, mais en vrai il a toute une partie de l'iceberg que tu n'as pas vue, et si tu poses pas la question, tu la verras jamais, et donc tu vas répondre à côté de la plaque. Et ensuite, qu'est-ce que tu attends de moi? C'est une question qu'on pose souvent aussi. En gros, tu es en train de dire ça, c'est juste pour que tu veux un câlin parce que tu râles et que tu es tout seul, ou tu veux vraiment que je te règle ton problème? Ok, tu veux que je te règle ton problème, cool, donc viens, on va réfléchir, on va passer du temps, et j'espère que ça aura de la valeur pour toi. Ouais. Tu fais des câlins, toi? Ça m'arrive. Ça t'arrive. Plutôt les coups de boule, ma spécialité. Mais c'est ce que je me suis dit quand même. On s'était vu l'année dernière pour aborder la notion de lean. T'as un sujet sur lequel t'as progressé depuis, ou sur lequel tu t'as mis sur la table en termes d'exploration? Je pense que cette année, j'ai vraiment compris un truc que j'ai mis du temps à comprendre. C'est souvent, on dit qu'il faut commencer par soi et que le lean est une pratique personnelle. Et du coup, j'étais vraiment focus sur est-ce que j'ai bien compris, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, et peut-être pas assez focus sur comment je peux améliorer mon équipe. Donc je pense que le sujet sur lequel je me rends compte qu'il faut que je progresse, c'est qu'il faut que je transforme mon équipe en organisation apprenante, et pas que moi. C'est pas que un geste personnel, et c'est pas que globalement, tu les connais, les miens, ils sont plutôt ils adhèrent, et ils sont investis, ils ont vachement envie. Mais il faut que je sois un petit peu plus exigeant sur le côté, ok, c'est quoi le prochain pas, comment on développe les people, et qu'est-ce que vous proposez-vous pour le faire, et que ça vienne pas de moi, ou que ça vienne pas d'une pratique personnelle, ou d'une idée que j'ai eue un matin et que je raconte à tout le monde. Donc c'est le point que je commence à regarder de plus en plus. Et d'où le travail que tu es en train de faire sur la visualisation. C'est ça. Donc de plus en plus on se rend compte qu'on manage les gens par le visuel, et c'est l'histoire qu'on raconte, et on a une belle vidéo parce qu'on a fait la visite de RSM avec Mathieu, où on visualise la belle histoire, qu'est-ce qu'on cherche à réussir, et la construction d'un visuel qui donne envie aux gens de résoudre leurs problèmes et d'y avancer. Mathieu, c'est l'équipe de Mathieu, c'est sur la partie Lean, c'est la grosse réussite de cette année, où justement en un coup d'œil tu vois où ils en sont. T'es pas en train de gérer des émotions, t'es en train de gérer des sujets d'apprentissage ou des problèmes, et donc tu peux décortiquer le sujet, et du coup c'est tout de suite efficace et tout de suite intéressant sur quoi tu peux appuyer, et ça m'aide moi en tant que dirigeant à y voir plus clair.
Et donc comme eux ils ont réussi, tous les autres ont envie de jouer maintenant, et donc on va pouvoir, avec l'adhésion de tout le monde, parce que moi je commence toujours par le mindset dans cette approche-là, avec l'adhésion de tout le monde, on va pouvoir vraiment visualiser les points qui sont clés pour nous. Ok. En termes de taille d'équipe, pour que les gens puissent se repérer, Aujourd'hui j'ai une trentaine de collaborateurs, 5-6 team leaders, enfin 5 team leaders et 2 team leaders juniors on va dire. Ok. Voilà. Ok. L'intelligence artificielle, les technos qui arrivent, Ouais. c'est quelque chose qui te fait peur? Non. Non, moi je suis expert, enfin je suis dans la profession depuis 2006, et expert comptable associé depuis 2016. Et depuis 2016, puisque j'ai commencé mon développement personnel sur la partie business avec les startups, donc depuis 2016, j'entends tous mes clients beaucoup plus forts que moi dans le digital m'expliquer que je vais mourir chaque année. Et puis je suis toujours là. J'avais déjà pas de cheveux, donc ça n'a pas changé, mais du coup je suis toujours là. Et du coup je me dis non, mais ça va. Mon job c'est pas d'être super fort techniquement, ou c'est pas de faire des jolies synthèses en mode chat GPT. Mon travail c'est de simplifier la vie du dirigeant et de l'aider à y voir clair. Et pose cette question-là à ChatGPT, on va peut-être rigoler sur le résultat, ça va être bien. Et il y a une des idées fausses que les gens sur la compta, c'est que la compta est une science exacte. Tout le monde te dit oui, moi je fais de la compta parce que j'aimais les chiffres, c'est bien, c'est carré. C'est pas si carré que ça en fait, parce que c'est une interprétation d'une situation au travers d'un prisme qui s'appelle le code comptable. Et en vrai, tu peux l'interpréter de plein de manières différentes en fonction de comment tu le regardes. Donc il y a ce côté-là que tu peux pas... Enfin, peut-être qu'on peut l'apprendre, mais je pense qu'il faudra l'entraîner pas mal avant qu'il fasse un truc sympa. Ok, donc pour toi, pas un concurrent, un risque direct par rapport Si, bien sûr, mais c'est plus un facilitateur de business pour moi, sur des tâches répétitives et un peu lourdes qui vont nous faciliter la vie. On le voit déjà de toute façon dans tout ce qui est domaine tech. Tu vois bien tous les progrès que ça peut apporter. Enfin, tu connais rien en code, tu lui poses la question, il va te proposer un code. Peut-être qu'il sera peut-être pas parfait, mais je pense qu'il sera mieux que ce que toi, tu aurais pu faire tout seul. Et du coup, c'est un vrai accélérateur de facilitation sur des trucs un peu lourds et un peu galères. Sur ma partie à moi, la façon dont mon cerveau fonctionne, je pense pas que ça soit tout de suite duplicable dans une IA. Voilà. Ok, d'accord. Par contre, ça va me remettre en question et ça va m'obliger à être tout le temps à jour, beaucoup plus sharp, beaucoup plus affûté sur ces sujets-là, puisque et mécaniquement, il va plus vite, quoi. Voilà. T'as déjà vécu une fraude? C'est-à-dire est-ce que tu as déjà vécu ce cas où tu vois quelque chose et tu dois gérer derrière et tu dois... C'est dur de répondre à cette question. Si tu prends d'un point de vue réglementaire, c'est quoi une fraude? Une fraude, c'est une infraction pour moi. Donc là, tu vois, c'est le côté code pénal. Une infraction, il y a 3 éléments importants, dont l'intention de commettre l'infraction. Et donc les fraudes que moi j'aurais pu voir, si on met fraude, on va tout de suite penser à des trucs super intentionnels et super malhonnêtes. Mais en vrai, non, parce que dans tous les cas que j'ai pu croiser, l'intention, elle n'était pas forcément claire de la part du dirigeant ou du DAF ou du comptable. Et donc, il n'y avait pas une vraie intention de faire une fraude. Les gens ont plutôt envie de cadrer le truc. Moi, dans mon approche professionnelle, j'ai fait un serment en tant qu'expert comptable, c'est de respecter et de faire respecter la loi sur ma partie. Et donc, est-ce que parfois on est un peu borderline ou est-ce qu'on est sur une ligne? Oui. Est-ce qu'on est du mauvais côté de la ligne? La plupart du temps, non. Et quand c'est le cas, c'est plus qu'on a trébuché qu'on a voulu s'y mettre. Voilà. Ok, cool. En tout cas pour les dirigeants que je connais, parce que évidemment que je ne travaillerai pas avec des dirigeants dont la fraude est dans l'intention du coup. Ok. On a posé la question à notre communauté, et ce qui revient régulièrement, c'est trop complexe, c'est trop lourd, bureaucratie. Oui. Il y a d'autres endroits sur Terre où c'est plus simple, ou finalement non, il y a d'autres endroits sur Terre où c'est beaucoup plus compliqué. En vrai, quand tu regardes le truc, à la fois c'est plus simple chez nous et à la fois c'est plus compliqué. Pour avoir déjà accompagné les clients pour créer des boîtes aux US, tu peux créer une boîte aux US en 4 heures, dans le Delaware, c'est fini, tu as ton truc. Par contre, après, pour tout ce qui est conseil, feedback, ils sont où les statuts, etc., tu te démerdes et tu t'es dépendant de conseils qui sont super chers. Donc ça devient beaucoup plus complexe, en fait, à la fin. Nous, l'inconvénient, c'est que c'est très réglementaire, l'État est très présent et donc a bien tout codifié, donc tout est mêlé. On voit encore l'influence de l'État liée aux 30 Glorieuses. Mais d'un autre côté, tu as un cadre du coup. Donc le cadre est très complexe, il est mouvant, mais il existe. Donc une fois que tu as compris le cadre,
c'est pas si compliqué. Par contre, c'est vrai que ça demande un investissement important si tu cherches à comprendre le cadre. Ok. Donc oui, c'est compliqué, mais du coup, c'est cadré et c'est relativement stable. Et donc du coup, une fois que tu as à peu près appréhendé les contours du cadre, et ou si tu me délègues complètement le fait de gérer ça, bah, tu vas pouvoir t'en sortir. Et je trouve pas que les dirigeants français soient plus pénalisés. Bien sûr, on est un pays beaucoup plus bureaucratique, mais démocratique, c'est le lapsus pour les événements à venir. Mais on est dans un pays relativement bureaucratique où tout est lié, donc forcément, tu as tout qui se mélange et donc ça fait un objet complexe à gérer. Mais d'un autre côté, le cadre existe et il est connu par tous. Ce qui est beaucoup moins évident, je trouve, mais je ne suis pas expert, dans d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons. Voilà. Et j'ai des associés à Colmar qui bossent avec les Allemands. La réglementation allemande n'est pas plus simple que la nôtre. Surtout que tu as le côté... souvent, en fait, les réglementations sont plus simples, mais que ce soit les US ou l'Allemagne, tu as des réglementations qui s'entrechoquent. Tu as une réglementation fédérale, une réglementation des Länder ou des États. Et donc, finalement, ok, chacun, c'est plus simple, mais tu as 4 ou 5 cahiers des charges différents à respecter qui ne se parlent pas entre eux. Ok. Voilà. On a eu Axel, on a eu Luc. Parce que la question qu'on pouvait se poser aussi, c'est qu'est-ce qui te différencie d'un autre cabinet? Et j'ai eu Axel, j'ai ressenti réellement le développement des personnes, à la fois des clients et des collaboratrices. J'ai eu Luc qui m'a beaucoup parlé aussi de la partie expertise, développement des expertises. Qu'est-ce qui te différencie d'un autre cabinet? Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait pour moi. Je pense pas être le meilleur expert comptable de la Terre techniquement. Par contre, je veux vraiment être sûr d'avoir bien compris mon client avant de bouger. Et je pense que c'est ça qui différencie tout en fait. Il y a une passe il y a 3-4 ans où je passais mon temps à récupérer des clients qui avaient fait des SAS. C'était le truc à la mode, on va faire une SAS et tout. Des artisans, des petites boîtes. Et du coup, ils n'étaient pas très contents de leur expert comptable, souvent pour des raisons de réactivité, d'écoute, etc. Et donc ils me disaient, qu'est-ce que t'en penses? Déjà, j'en pense que SAS, pourquoi en fait? Pourquoi t'as voulu faire une SAS? Et en fait, ils n'étaient pas clairs sur le pourquoi. Donc, c'est un peu gênant. Et quand tu leur expliques qu'il y a d'autres systèmes qui existent et qui sont potentiellement mieux pour eux et moins coûteux et à peu près égal en termes de protection sociale, ah merde, j'aurais pas dû faire une SAS en fait. Ouais, non, par rapport à la situation que tu me donnes de te concernant et par rapport à ta stratégie business, je vois pas d'avantage, à part que ça te coûte plus cher. Ah ouais, ok, fuck. Donc, viens, on transforme la structure en SARL alors, parce que là, en l'occurrence, c'était ce sujet-là. Bah ouais, si tu veux. Et du coup, ça partait bien et en un an, ils avaient un retour sur investissement assez costaud en termes d'économie. Donc, Okay. je pense que mon sujet à moi, c'est d'être sûr d'avoir bien compris le problème et de proposer une solution qui corresponde vraiment au problème du client et pas à ma vision à moi d'un domaine d'expertise que j'impose. Voilà. Ok, de ne pas être prisonnier d'un process ou d'un cadre, mais C'est plutôt ça. de l'adapter en fonction de C'est ça. ton Du coup, client, ta je cliente. suis beaucoup moins sûr de moi quand je discute avec mes clients parce que j'ai toujours des doutes sur est-ce que j'ai bien compris ou pas et je vais pas te dire si c'est ça qu'il faut faire absolument. Bah non, j'en sais rien. Viens, on remet tout en question, on repart de zéro. Il y a même certains domaines où je fais exprès de pas trop être aware parce que ça change tellement souvent et c'est tellement des gros enjeux qu'en fait je préfère le regarder au cas par cas. Et donc du coup, ça permet d'avoir une approche qui est parfois un peu perturbante parce qu'on a un peu cette posture de notable qui sait tout. Et donc du coup, tu peux avoir un effet et comment ça, il sait pas tout. En plus, il connaît pas ses tables de multiplication, le gars. Donc, c'est mon fils qui se moque de moi. Et donc du coup, ouais, non, je connais pas mes tables de multiplication et j'ai pas de certitude sur comment je vais régler ton problème. Par contre, si tu me laisses du temps et qu'on en discute, je suis à peu près sûr de trouver une solution qui va être adaptée à toi. Voilà. Super. Et après, le développement des people, de toute façon, il n'y a que ça qui m'intéresse en termes de business. Donc, nous, on fait de la prestation de service. Donc, c'est vraiment les people qu'il faut développer, quoi. Qu'est-ce qu'on te souhaite, Thomas? C'est quoi l'avenir? Là, j'aimerais bien réussir le challenge individuel et collectif et qu'on accélère vraiment fort l'équipe cette année et qu'on ait des bons résultats ensemble sans travailler plus. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut qu'on comprenne?
pour être beaucoup plus efficace sans dépenser plus d'énergie. Donc souhaite-moi d'être moins fatigué l'année prochaine. Donc toi et ton équipe. Moi et mon équipe. Mon équipe et moi. Moi je compte pas. Ton équipe et toi. Ouais. Toi tu comptes pas? Non. Ok, ça Moi marche. je suis juste là pour être sûr que tout le monde est bien et que chacun peut réussir son challenge. Je te le souhaite, vraiment. Et on se parle tous les ans. Donc on se retrouve l'année prochaine. Merci beaucoup Thomas, j'ai passé Avec un plaisir, super bon moment. moi aussi. Merci à tous et à très vite pour un prochain épisode. À bientôt, au revoir.